Alors, pour toute la première partie de l'émission, on va être vraiment au cœur des milieux de travail, des personnes qui créent ces écosystèmes-là aussi et l'importance de chacune de ces personnes au sein de cet écosystème. On parlera pour débuter des comportements éco-responsables en milieu de travail à partir du livre coécrit par Virginie Francoeur, qui est professeure au HEC Montréal, chercheure, autrice, et Pascal Paillé, qui est professeur. Pascal ne sera pas sur place avec nous aujourd'hui, mais le livre a été écrit en collaboration avec Pascal Paillé, qui est professeur à Neoma Business School en France, en gestion des ressources humaines durables. Il est également chercheur et auteur. Bonjour Virginie. Bonjour. Je tiens à préciser que je suis prof à Polytechnique. Même si j'ai fait mes études à HEC, il n'y a pas de problème. Je m'excuse, c'est moi qui ai confondu les deux milieux scolaires. Donc, Polytechnique. Virginie Francoeur, merci d'être là. Je vais quand même me permettre de présenter nos deux autres personnes à la table parce que vous aurez l'occasion d'interagir, de peut-être poser des questions aussi, parce que vous occupez chacune à votre manière aussi là, de prendre soin de ces milieux de travail où il est essentiel de faire des transformations. Donc, il y a avec nous Anaëlle Caplin, qui est chargée de projet Transition juste en milieu de travail au Front commun pour la transition énergétique. Bonjour Anaëlle. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Et nous avons avec nous également Elsa Bruyère, qui, entre autres choses, parce que tu as plein d'univers satellites autour de toi, cofondatrice de Fabrique A. Bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être là. Donc, si on se lance déjà dans ton livre, votre livre, à Pascal et toi, les comportements éco-responsables en milieu de travail, qu'est-ce qui a motivé ce travail de recherche pour vous deux? Ce livre qui a été publié aux presses de l'Université Laval s'inspire de ma thèse de doctorat. Il faut savoir que Pascal Paillé, c'était mon directeur de thèse. Aujourd'hui, on est devenus collègues. Mais c'est important de diversifier nos publications parce que, bon, je suis aussi auteure, écrivaine. Donc, pour moi, les livres ont vraiment une importance capitale. Puis, il faut vraiment aller au-delà des articles scientifiques pour toucher à différentes populations. Puis, ce qu'on voulait, c'est vraiment, face à l'urgence climatique, trouver une façon de sensibiliser, aussi de trouver des pistes d'action pour améliorer, en fait, puis accentuer l'adoption de comportements éco-responsables en milieu de travail. Il faut savoir que l'environnement, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement la responsabilité, en fait, ça relève pas seulement de la responsabilité du Bureau du développement durable. Donc, qu'on soit un employé, un gestionnaire, un chercheur, un prof, un étudiant, un citoyen qui souhaite s'informer sur les questions environnementales, ce livre est vraiment pour vous. Oui, puis comme je le disais hors honte tout à l'heure, je l'ai trouvé étonnamment facile à lire. J'avais peur un petit peu au début. Je disais, ça a l'air bien technique, on dirait que je vais m'y perdre un peu. Et finalement, la lecture se fait vraiment très aisément. Tout est bien expliqué, exposé. Il y a des tableaux. Donc, facile à lire, là, même pour moi, une kidam qui n'a pas nécessairement appliqué tout ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et donc, de quelle manière le milieu de la recherche joue un rôle essentiel dans le secteur de la transition puis des comportements éco-responsables en milieu de travail? En termes, je dirais, de production de connaissances, je le vois à 3 niveaux. C'est sûr qu'en termes, ça permet de comprendre les défis écologiques, ensuite de mesurer l'impact des différentes activités, mais aussi de proposer des solutions. Il faut savoir qu'à Polytechnique, je dirige une équipe de recherche sur les comportements éco-responsables, puis on a des projets de recherche vraiment avec différents milieux, autant les industries, le secteur de la construction, le milieu artistique, culturel, les secteurs de services. On s'était d'ailleurs rencontré, Maude, dans le cadre d'une étude que j'avais réalisée avec ma collègue Sophie Bernard, là, avec Équiterre, sur le zéro déchet dans le secteur alimentaire. Et comme prof de gestion du changement, ma préoccupation, c'est toujours de savoir comment on peut transférer là, nos connaissances au milieu de la pratique. Donc, en termes de méthodologie, je travaille beaucoup avec la recherche-action. C'est des approches que je priorise. C'est vraiment une co-construction de connaissances avec le milieu. Fait qu'on n'est pas déconnecté. Puis, on souhaite vraiment proposer toujours des recommandations, puis on accompagne les entreprises. Puis, si j'y vais plus précisément dans le livre, ce qu'on a fait, c'est une revue systématique. Donc, on a recensé toutes les études publiées sur les comportements éco-responsables sur une période de 43 ans, de 1977 à 2020. Fait qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est d'offrir un portrait qui est exhaustif de cette thématique-là, de ce sujet-là en entreprise pour proposer des tendances, mais aussi des pistes d'action selon les secteurs d'activité. Oui, parce qu'on pourrait facilement s'y perdre là, si on commence à fouiller un petit peu sur les internets pour essayer de trouver de l'information là-dessus. Là, ça peut aller dans plein de directions. Exact. Donc là, on a vraiment essayé de trouver une synergie. Tout se retrouve dans ce livre-là. Et pourquoi c'est urgent de parler d'éco-responsabilité en milieu de travail?
Premièrement, le contexte de surexploitation des ressources naturelles, aussi l'augmentation de la pollution atmosphérique qui va fragiliser, amenuiser nos écosystèmes. Le GIEC aussi, à chaque fois qu'ils sortent un rapport, ce qu'on voit, c'est que les activités humaines ont provoqué un réchauffement planétaire d'environ 1,5 Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Il faut savoir qu'il y a 3 sources qui sont responsables de cette pollution, disons, cette fragilisation de nos écosystèmes. Il y a le secteur résidentiel, il y a le milieu public, les espaces publics et les industries, les organisations. Il faut savoir que les industries, les organisations, ce sont les principales sources de pollution. Paradoxalement, il y a très peu d'études à ce jour qui ont été réalisées dans les milieux de travail versus le secteur résidentiel. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que les organisations, elles doivent faire partie de la pollution. Si je vous demandais, là, combien d'heures on va travailler, selon vous, au courant d'une vie? Je ne sais pas si vous savez... Je sais pas, mais ça doit être énorme. Ça doit être beaucoup, oui. C'est quoi, 1800 heures fois 40 ans, non? Quelque chose comme ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est près de 100 000 heures. Ouais, fait qu'on se trouve à environ, mettons, 90 000 heures. Donc, ça montre que, puisqu'on passe la majeure partie de notre vie active au travail, les organisations, elles doivent vraiment faire partie de la solution. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Mais oui, absolument. Puis c'est ça, vous opposez, pas opposé dans le sens péjoratif, mais le secteur résidentiel au secteur organisationnel dans le livre, parce qu'il y a une différence marquée, comme tu l'as nommé, entre les deux, et l'un des deux, malheureusement, n'est pas assez documenté, il n'y a pas assez de recherche qui est faite. Oui, effectivement. Puis on peut pas simplement transférer les connaissances qu'on a du secteur résidentiel au milieu du travail pour différentes raisons. Premièrement, quand on est à la maison, on paye notre facture d'électricité. Des fois, on peut avoir des comportements un peu plus frugales par rapport à l'entreprise où on paye pas notre facture d'électricité. Mais il y a aussi toute une organisation du travail qui entre en ligne de compte. En fait, si on y pense, dans une journée de travail, notre temps, il est limité. Là, on va travailler entre 7 et 8 heures. Puis nous, ce qu'on a démontré, c'est qu'en cas de surcharge de travail, même si j'ai des valeurs environnementales fortes, mes comportements éco-responsables peuvent passer sous le radar. Pourquoi? Parce que les comportements éco-responsables sont, en majeure partie des cas, à 90% des cas, ce sont des comportements qui vont au-delà de ma tâche de travail. Faire du covoiturage, mais aller au-delà du covoiturage, prendre les transports en commun, apporter sa propre bouteille d'eau, mettre sur pied un colloque ou un séminaire ou un comité vert sur le développement durable. Donc, ça nécessite un espace mental, puis on peut pas penser que les employés vont s'organiser par eux-mêmes. On peut pas juste dire, ben oui, on met un programme sur le développement durable, organisez-vous. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être mobilisé, en fait, envers l'environnement, nécessite du temps. C'est pour ça qu'il doit avoir des stratégies précises pour les milieux de travail. Oui, et qu'est-ce que ça serait le facteur de succès principal, justement, quand on parle d'intégration de ces comportements-là en milieu de travail? L'implication des ressources humaines, pour l'instant, elle est encore très limitée. On voit vraiment souvent le développement durable en silo. Donc, il y a un département de développement durable où il y a des conseillers en environnement. Ensuite, les ressources humaines travaillent aussi un peu en silo. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une meilleure synergie entre les départements parce que si on pense à une politique de responsabilité environnementale, penser en termes de ressources humaines, bien, on pourrait en tout cas être plus conscient des enjeux qui sont vécus quotidiennement par les employés. Nous, ce qu'on a montré, c'est que si on réduit pas les facteurs de stress, par exemple la surcharge de travail, si les employés n'ont pas de ressources, n'ont pas de soutien, d'autonomie, de reconnaissance, ben ils vont être moins aptes à vouloir adopter des comportements éco-responsables. Ça a été démontré que le bien-être de l'employé est relié au bien-être environnemental. Donc ça, c'est vraiment primordial, puis c'est peu mis de l'avant là, dans les organisations. Plus concrètement aussi, modifier la culture organisationnelle. Si ça fait vraiment partie de d'une des valeurs là, de l'entreprise, il faut que la haute direction accorde du temps pour que les employés puissent partager leurs bons coups. Si, par exemple, je suis dans un département où, avec mon équipe de travail, on a réduit drastiquement notre consommation d'énergie, il faut que je puisse partager ça avec mes collègues pour les influencer, les mobiliser. Aussi, on souhaite que les gestionnaires chérissent le changement, deviennent des ambassadeurs verts, des leaders qui sont plus éco-responsables. Puis, il y a 4 types de soutien là, qu'on a mis de l'avant qui sont vraiment essentiels. Il y a un soutien qui est instrumental. Donc, ça, c'est est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Est-ce que si les employés veulent faire du
poste, est-ce qu'on a les bacs, par exemple. Ensuite, il y a un soutien qui est informationnel. Il faut favoriser la formation. C'est pas seulement une formation qui est une fois par année. Il faut aussi diversifier les activités de formation, des activités ludiques, oui, des conférences, mais pas seulement, tout à l'heure, on en parlait, pas seulement des conférences avec des chiffres qui sont alarmants. Non, c'est ça. Donc ça, c'est essentiel, mais il faut vraiment favoriser des pistes d'action. Ensuite, il y a aussi le soutien qui est évaluatif. Il faut donner de la rétroaction. Si j'adopte des comportements éco-responsables, puis je sais jamais si c'est bénéfique, ben, je vais être moins motivée ensuite à en adopter. Puis finalement, le 4e type de soutien, c'est le soutien qui est émotionnel. Donc, c'est d'offrir aussi de l'écoute au sein des entreprises pour essayer d'atténuer l'éco-anxiété. Parce que, dans le fond, dans les entreprises, il y a les programmes d'aide aux employés, mais il faut aller plus loin que ça. C'est près d'un jeune sur 2 qui dit avoir manifesté de l'éco-anxiété. Les jeunes, ce sont des citoyens, mais aussi des travailleurs qui se retrouvent dans les entreprises. Donc, les organisations, elles doivent vraiment aller plus loin en termes de soutien psychologique, d'offrir aussi des groupes de discussion pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Bien, c'est tellement complet et merveilleux. Comme présentation, on aimerait ça que toutes les entreprises soient en mesure et souhaitent adopter ça également. Vous abordez la distinction de différents comportements chez l'employé, par exemple, volontaire, prescrit et contre-productif. Est-ce que tu veux nous résumer un petit peu? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc il existe ces 3 grandes catégories de comportements. Quand on parle en termes de comportements volontaires, c'est des comportements qui vont au-delà de ma tâche de travail. Donc tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples. Ça peut être apporter sa propre bouteille d'eau, prendre les transports en commun, mettre sur pied un comité vert. Donc ça, c'est des comportements volontaires. Et dans 90% des cas, c'est ce type-là de comportement qui est adopté en milieu de travail. Les comportements prescrits, c'est par exemple, est-ce que j'ai l'obligation de mettre sur pied une norme environnementale ou une certification? Et des comportements qui sont contre-productifs, c'est ne pas se soucier, par exemple, de l'entretien du matériel informatique, faire exprès pour dépenser plus de ressources. Là, on peut se demander, mais pourquoi un employé adopterait ce type de comportement-là? Les études ont démontré que les employés qui sont insatisfaits de leurs conditions de travail, en guise de représailles, peuvent s'en prendre à l'environnement. Donc, l'environnement devient une cible pour s'en prendre de façon détournée à son employeur. Je donne un exemple d'une étude qui avait été réalisée sur des pilotes d'avion, super intéressante, qui avait démontré que les pilotes étaient en négociation de contrat de travail. Ils étaient insatisfaits de leur contrat de travail, donc ils ont fait exprès de dépenser plus de carburant pour s'en prendre à l'employeur. Donc, vous voyez, les employés peuvent s'en prendre un peu à l'environnement en guise de représailles, d'où l'importance vraiment de miser sur des bonnes conditions de travail parce que c'est relié aux aspects environnementaux dans les organisations. Définitivement. De faire ces liens-là devient essentiel justement pour que ce soit périn aussi au niveau de l'entreprise ou le milieu de travail pour que ça demeure et que ce soit vraiment ancré, non pas juste une petite case à cocher une fois par année. Exactement. Par exemple. Là, j'avais prévu encore une fois beaucoup trop de questions. On aurait pu passer, je pense, l'heure au complet à jaser ensemble avec toutes les questions que j'avais pour toi, Virginie. Là, je vais revenir à tout ce qui est taxonomie, nomenclature, parfois le manque de clarté, multiplication des définitions. C'est un gros travail que vous avez fait. Tu l'as dit tout à l'heure, vous avez recensé des dizaines d'années là, de documentation sur ça. Est-ce que ça serait, si je me pose cette question-là, est-ce que ça peut être plus simple? Est-ce qu'on peut être plus près des gens, justement, à travers tout ça? Tu l'as dit, on veut éviter d'être trop dans les chiffres, être trop dans l'aspect scientifique ou de recherche, mais vraiment toucher les gens à travers ça. Est-ce qu'on peut arriver à ça? Que ce soit dans le langage au quotidien, en ayant accès davantage à leur réalité, à eux. Comment on fait ça dans un milieu de travail? Oui, c'est évident. Puis là, même si on lit le livre aussi, on va voir qu'on a recensé plusieurs définitions. Mais en termes de définition, simplement, un comportement éco-responsable, c'est un comportement en majorité qui est volontaire et grâce aux efforts des employés qui va rendre l'organisation et la société plus durables. Donc, on part de cette définition commune. Puis ensuite, c'est évident qu'on doit aussi partir du vécu des employés dans le livre, ce qui est intéressant, parce que je donne aussi des formations en entreprise. Puis des fois, on se dit, ben, on veut pas seulement présenter la théorie là, de façon magistrale, on veut vraiment engager les employés. J'ai développé un jeu de cartes, c'est un jeu de 75 cartes qui permet de mesurer l'identité écologique des employés à travers 5 types d'identité. Éco, est-ce que je suis éco laisser-faire, hésitant, engagé, altruiste ou activiste?
Et l'identité est fonction des comportements que j'adopte. D'ailleurs, avec le livre, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à la plateforme. Donc, vous pouvez mesurer votre identité gratuitement. Ça, c'est super intéressant. Puis, les organisations adorent cette activité-là parce que les employés, à chaque fois que je le fais, ce qui ressort, c'est que on savait pas qu'il y avait toute cette diversité de comportements-là. Donc là, c'est vraiment concret. Puis ensuite, avec les employés, selon leur identité, on peut prendre un engagement éco-responsable. Donc là, on se projette vraiment dans l'action. Puis ce qui est intéressant, c'est que vu que les identités sont fonction des comportements, ça peut fluctuer. C'est pas fixé dans le temps, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver... Moi, je travaille beaucoup avec ce genre d'activité ludique qui est engageant, donc pour aller au-delà des définitions. C'est pour ça qu'on part de la science, puis ensuite, oui, il faut on transpose ça. Puis dans le livre aussi, à la fin, on propose des activités de formation, de ressources humaines. Donc, ça peut être très concret là, pour des gestionnaires. Merci Virginie. Puis je vais adresser une dernière question qui peut être ouverte à toutes les trois, là, évidemment. On entend beaucoup ESG, EDI, RSE, il y a toutes sortes d'acronymes comme ça, toutes sortes de méthodologies à intégrer dans les milieux de travail. Puis j'ai l'impression que on a un besoin de trouver des solutions collectivement et on finit par travailler beaucoup en silo au lieu d'unir les forces. Puis je me demande si on gagnerait pas à fédérer nos énergies entre ces différents secteurs, justement, pour ramener ça en une seule manière de faire, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de développer un outillage commun qui regrouperait tout ça parce que c'est transversal, c'est interconnecté. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, je pense que c'est essentiel d'avoir cette synergie-là. En même temps, ça nécessite du temps, des investissements. Il faut qu'il y ait une ouverture, puis on peut pas penser le développement durable de façon là, unidirectionnelle. Il faut qu'il y ait vraiment une vision qui est holistique, 360. Donc, il faut que ça se fasse. Puis aussi, je tenais à préciser dans le livre, là, l'objectif, c'est pas de surresponsabiliser les employés, pas du tout. C'est pas notre posture, mais c'est vraiment, on montre qu'avec des fois une pression citoyenne, on peut changer les choses. Si on pense à la fonderie Horn, le Connord Vault, c'est parce qu'il y a une mobilisation citoyenne et pour qu'elle se fasse, je pense qu'il faut que ça soit transversal. Merci Virginie. Puis pour votre part, Elsa, Naël, qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous demande ça? Mais absolument, moi je suis vraiment d'accord avec Virginie qu'on a une nécessité aujourd'hui d'aligner nos forces si on veut accélérer la transition socio-écologique. Moi je pense qu'on parle vraiment dans une transition juste, on parle de transition systémique. Il faut que les changements se fassent de manière systémique. Puis ça veut dire d'aller chercher toutes ces différentes initiatives qui, oui, selon moi, ont tout le but de rendre les milieux de travail plus durables, plus justes quelque part, mais qui, c'est vrai, demeurent encore pas mal en silo. Aujourd'hui, les questions climatiques, pour moi, c'est vraiment très ancré dans des enjeux qui sont de justice sociale, de diversité, d'équité, tout ça, ça vient ensemble. Si on donne un exemple, une entreprise qui adopte des comportements éco-responsables ou des politiques ou des actions, mais par exemple avec un impact sur la précarité des emplois, une précarisation des emplois, on n'est pas gagnant, on n'a pas fait la transformation qu'on voulait vraiment voir. Donc, oui, on peut souhaiter un genre d'outillage commun, tous ensemble, de tous des éléments-là. Je pense aussi qu'on a besoin de créer des espaces de dialogue entre les différents acteurs. Nous, c'est avec le programme Transition Juste en milieu de travail que je représente, c'est ça qu'on essaye de faire, de lancer des ponts entre les travailleuses-travailleurs, les outils qui existent en ce moment, tous les différents réseaux de mobilisation. Donc oui, c'est indispensable. Et pour toi, Elsa? Mais je dirais que je pense que le fait qu'on ait une variété de normes ou d'appellations est lié au fait que c'est quand même une connaissance qui est assez récente. Oui. Et donc, ça amène un petit peu ça. Je vais faire un parallèle qui est peut-être pas extrêmement bon, là, mais sur les téléphones qu'on a tous dans nos mains, pendant très longtemps, on a eu tout un tas de chargeurs. Il a fallu un certain nombre d'actions, puis je te rejoins du coup, puis je vous rejoins toutes les trois là-dessus. Il a fallu un certain nombre d'actions pour qu'on standardise un petit peu, puis qu'on arrête de partir dans plein de petits bouts qui finalement finissent par être plus compliqués qu'autre chose. Moi, quand les gens commencent à se perdre un peu, j'ai le réflexe d'aller voir, par exemple, les 13 actions de l'ONU qui intègrent quand même assez bien, peut-être pas parfaitement, puis il y aurait certainement encore du travail à faire sur les différentes notions de SG, de DI, etc. Ouais. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir trop
normaliser par le bas, parce que c'est quand même encore des sujets qui nécessitent d'être beaucoup évoqués. Donc, je pense particulièrement à l'EDI. On connaît encore des violences systémiques parce qu'on ne maîtrise pas assez, finalement, ces composantes d'intégration et de diversité. Voilà, donc je dirais que si on doit aller dans la normalisation plus grande pour aider à la compréhension, il faudra pas que ça se fasse au détriment d'une certaine finesse. Avec beaucoup de nuances, effectivement. Ouais. C'était plus dans une réflexion d'alléger un petit peu, parce que je me dis, éventuellement, il y en a peut-être des plus petites entreprises, moyennes entreprises qui voudraient bien, mais que ça s'accumule, puis éventuellement, OK, mais là, on fait quoi? C'est ça qu'on fait ou on mise sur quoi exactement pour les employés aussi, même les citoyens et citoyennes, ça peut créer peut-être une certaine forme de confusion, de surcharge, encore une fois, de responsabilité, puis de données, puis de principes à acquérir. Oui, tu voulais mais je pense que c'est ça. Je pense que les objectifs d'ODD, de l'ONU, les 13 objectifs, ils visent un peu à ça. Hein, puis ils sont assez bien nommés pour ça. Ils peuvent être un bon point de repère initial. Mais merci de vous être prêté au jeu de répondre collectivement à cette question-là. Justement, Anaëlle, tu parlais que toi, tu représentes aujourd'hui tout ce qui est transition juste en milieu de travail avec le Front commun pour la transition énergétique. Déjà, de base, rapidement, le Front commun pour la transition énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est quoi sa fonction? Oui, donc nous, on est une coalition qui regroupons plus de 90 organisations à travers le Québec et on élabore collectivement et on met en œuvre la transition énergétique qui est à la fois structurante et porteuse de justice sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, c'est qu'on est plein de différents types de groupes. On a aussi bien des groupes étudiants que des groupes syndicaux, que des mouvements citoyens, des OBNL environnementales, des groupes communautaires. Et tous ces gens-là se mettent d'accord pour dire qu'il y a une interdépendance entre les dimensions écologiques, économiques, énergétiques et sociales. Un court rappel historique, juste en 2 phrases, c'est qu'on est né au moment, en 2015, où il y avait beaucoup de gens se sont rassemblés autour de la lutte contre les hydrocarbures. Et en 2017, il y a eu des premières victoires, avec notamment Énergie Est, de se dire, OK, on est arrivé là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On a bâti des critères pour une transition énergétique porteuse de justice sociale. Et à partir de ça, 2019-2020, on a travaillé sur ce qu'on appelle notre feuille de route. Ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Québec rentre dans la transition? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En gros, on a mobilisé des centaines de personnes, puis de tout, encore une fois, de tout milieu. Oui, il y avait le milieu de la recherche, mais il y avait aussi des personnes, des différents organismes qui étaient présents là. Maintenant qu'on a cette feuille de route, qu'est-ce qu'on en fait? On veut la mettre en action. Et donc, au Front commun, on porte notamment des projets, et c'est là que le projet Transition juste en milieu de travail est né. Et pourquoi avoir bâti ce programme d'accompagnement en transition juste en milieu de travail? La transition écologique, on est tous d'accord que c'est une nécessité aujourd'hui, mais elle ne peut pas se faire au détriment des travailleuses, travailleurs et de leurs emplois. Trop souvent aujourd'hui, les décisions qui sont liées à la décarbonation, elles sont prises dans des instances qui ne sont pas accessibles aux travailleuses, travailleurs, donc ils sont pas impliqués. Puis qu'est-ce que ça cause? Ça crée de l'incertitude, ça crée, on l'a dit, de la résistance parfois, qui est vraiment dommage, et puis ça va jusqu'à la perte d'emploi éventuellement. Avec le programme Transition juste en milieu de travail, notre objectif, c'est d'accompagner les personnes qui veulent être acteurs de leur milieu, du changement qui est dans leur milieu. Et nous, on leur offre des outils, on leur offre un cadre, on leur offre un soutien, j'en reparlerai, pour faire entendre leur voix et surtout proposer leurs solutions concrètes qui allient pour eux transition écologique et justice sociale. Et comment vous définissez la transition juste et de quelle manière ce concept-là peut s'intégrer dans un milieu de travail? Mais c'est une super bonne question parce que c'est vraiment des définitions sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord un petit peu pour aller de l'avant. Pour moi, la transition juste, c'est une transition écologique qui est socialement équitable. Concrètement, ça veut dire que les changements qu'on veut voir pour un modèle qui est plus durable dans les milieux de travail, ça doit prendre en compte les impacts sur les travailleuses, travailleurs, s'assurer que ces personnes ont une voix au chapitre et qu'ils ont un rôle actif dans les décisions. Donc, dans les milieux de travail, ça peut se traduire de différentes manières. Oui, on intègre les préoccupations des employés, des salariés dans les plans de transition écologique, par exemple, des entreprises. Oui, on les aide à se former pour adapter leurs emplois, etc. Mais nous, on veut aller, je pense, encore plus loin. L'idée centrale, c'est que la transition ne doit pas être imposée d'en haut, mais doit venir des travailleurs, doit être construite par ces travailleurs-là qui sont sur le terrain et qui, en fait, finalement, connaissent très bien les enjeux qui sont liés à leur
leur réalité, puis c'est eux qui ont l'expertise pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de manière réaliste, puis qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et c'est là que ça rejoint très bien ce livre, hein, Oui, Virginie? effectivement, je trouve ça super intéressant de voir l'importance d'impliquer les employés. Oui, définitivement. Absolument. Et plus concrètement, le programme d'accompagnement, il se décline comment, Anaëlle? Oui, alors il existe depuis environ 1 an et demi, donc un programme encore assez jeune, mais son objectif, ça a toujours été de soutenir donc les travailleuses-travailleurs dans la mobilisation, leur formation, puis après la planification et la mise en place de mesures pour la transition juste des milieux de travail vers la carboneutralité. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à nos partenaires syndicaux, on identifie les travailleurs qui lèvent la main un petit peu pour dire, moi, je veux la faire, la transition, moi, je veux que mon milieu de travail évolue, mais soit je ne sais pas trop comment m'y prendre parce que justement, il y a pléthore d'outils comme on en a parlé, soit je n'ai pas les ressources et je n'ai pas le temps. Tu l'as dit aussi tantôt, Virginie. Donc, nous, on offre un soutien. Donc, après les avoir sélectionnés, ces milieux de travail-là, où vraiment on voit qu'il y a du potentiel, on offre un double soutien. Le premier soutien, c'est le soutien financier qui peut être utilisé de manière vraiment assez large, mais là où c'est le plus demandé, ce sont les libérations syndicales. Les libérations syndicales, ça veut dire, moi, je suis un prof de cégep, mais je veux pouvoir me concentrer plus sur ce projet important de transition. Donc, 1 jour par semaine, j'ai l'occasion de travailler dessus et je me fais remplacer. Je suis rémunérée déjà, ce qui est très important, et je me fais remplacer dans ma classe pour ça. Donc ça, c'est le soutien financier. Et le deuxième, c'est le soutien technique qu'on appelle. Et ça, c'est un accompagnement qu'on a bâti spécialement pour ce programme-là et qui est basé sur ce qu'on appelle l'approche prospective. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que pour ça, je suis très heureuse qu'on ait aussi des milieux de la recherche qui soient là aujourd'hui, parce que l'approche prospective, ça a été bâti par le monde de la recherche, mais en grande collaboration avec les gens qui sont un petit peu plus sur le terrain. Donc, je resalue à quel point tout le monde est important là-dedans, puis particulièrement le monde de la recherche. Donc, pour revenir à l'approche prospective, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une approche qui est un peu différente d'un accompagnement plus traditionnel avec plan d'action, etc. On commence par réunir toute la communauté de travail sur c'est quoi leur vision de leur milieu de travail qui a transitionné, entre guillemets, par exemple, en 2050. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher une grande diversité d'acteurs. Puis si je reprends l'exemple du cégep, c'est les profs, mais c'est aussi les employés de soutien, c'est aussi les étudiants, c'est aussi les parents d'élèves, la direction aussi. Et on vient leur présenter des scénarios possibles qui peuvent arriver, de dire, voilà à quoi ressemblerait peut-être votre milieu de travail. Puis ces scénarios-là peuvent parfois être positifs, dans le sens où oui, on a réussi à faire une belle transition, puis il y a d'autres scénarios qui sont un petit peu plus négatifs, voire carrément un peu apocalyptiques. Puis, dans le fond, on les met devant ça, puis on dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, selon vous, est souhaitable? Qu'est-ce qui est pas souhaitable? Qu'est-ce que vous avez envie de voir ou non? Et en fait, collectivement, on vient chercher toutes leurs réactions par rapport à ça, et on bâtit cette vision commune. Et c'est tellement puissant comme outil d'avoir cette chose en tête qui nous relie tous, en fait. Et à partir de cette vision-là, c'est là où on déclenche ce qu'on appelle le plan long terme. Donc, entre la situation actuelle qu'on connaît et la vision qu'on a bâtie, c'est quoi les grandes étapes par laquelle on veut passer. Certains milieux, par exemple, sont particulièrement intéressés par la mobilité durable. Donc, c'est quoi les grandes étapes? On veut que tous les travailleurs viennent en transport en commun, ou en transport collectif plutôt, ou en transport actif. Pour arriver à ça, comment on fait? Il faut que tout le monde ait envie de prendre ces transports en commun. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de résistance. Pour arriver à ça, comment on fait? On identifie ces résistances de ceux qui prennent encore la voiture, etc. Donc ça, c'est un peu des grandes étapes par rapport à ça. Et puis, la dernière étape, c'est le plan d'action un petit peu que là, tout le monde connaît. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à ces différentes étapes-là? Donc, on les accompagne du début jusqu'à la fin. Merci, Anaëlle. Donc, pour les personnes qui voudraient plus d'informations, ce sera sur le site du Front commun pour la transition énergétique pour le programme de transition juste en milieu de travail. On va s'en aller vers une courte pause. Virginie Francoeur, Elsa Brouillard, vous restez avec nous, évidemment. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette conversation. Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5 et on poursuit cette fort intéressante conversation autour des milieux de travail et de la transition qu'on veut y effectuer. Et pour prendre le relais de la conversation, j'ai Elsa Bruyère qui est cofondatrice, comme je le disais en début d'émission, de Fabrique A, agilité, expérimentation d'affaires et innovation continue. Donc, entre autres, en innovation sociale, en entreprise. Parle-nous de ton expertise en accompagnement en dehors et avec Fabrique A, parce que, comme je le disais aussi, tu as eu un parcours, d'autres chapeaux et tout. Là, c'est super diversifié et complet, surtout. Merci. Écoute, ce que je
te disais avant cette émission-là, c'est qu'effectivement, la Fabrica, c'est un OBNL qui accompagne depuis à peu près 8 ans les entreprises dans, effectivement, des projets d'innovation qui sont à impact. Et puis, ça veut dire que c'est soit par de la formation, soit effectivement par de l'intervention. Puis l'intervention, en fait, elle porte sur le développement des capacités ou de la gestion de l'innovation. Et cette gestion de l'innovation, elle se résume par les connaissances et les compétences. On en a parlé tantôt. C'est vraiment un socle majeur. Mais il y a aussi les processus qu'on a, voire même les outils qu'on possède. Donc, comment est-ce qu'on peut allier tout ça? Et puis, bien, nous, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient finalement donner à la fois un peu des connaissances sur, ça veut dire quoi, innover, comment on le fait, comment on expérimente, comment on développe un modèle d'affaires durable, pérenne. Voilà, donc par différentes techniques, je ne rentrerai pas dedans. Mais voilà un peu notre métier. Et puis j'ai la chance effectivement aussi de collaborer avec des institutions d'innovation sociale depuis plusieurs années, comme la Maison de l'innovation sociale, qu'on connaît tous bien ici, et d'autres acteurs encore en dehors, la Fabrique des mobilités, qui parle de mobilité durable et d'expérimentation. Et là, quand on parle d'innovation sociale, plus spécifiquement dans les milieux de travail, comment est-ce que vous déclinez votre accompagnement? De quelle manière vous arrivez justement à fournir de l'outillage, de l'information, puis à intégrer ça de manière pérenne, comme on le dit? Oui, alors en fait, l'angle de la Fabrique Agile, c'est un angle d'affaires. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, c'est finalement comment est-ce qu'on préserve la pérennité de l'entreprise dans laquelle on arrive, puisque quand on parle de gestion de l'innovation, ça veut dire qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'à l'interne, on a développé suffisamment de force pour aller, je dirais, servir notre clientèle. Puis je dis servir parce que c'est pas forcément juste vendre, ça peut être bien des aspects. Puis de l'autre côté, c'est quoi les forces externes qui viennent nous obliger à nous repenser puis à nous repositionner? Donc une fois qu'on a fait ça, effectivement, on se dit, mais finalement, nous, entreprise, comment on va aller de l'avant? Voilà. On est venu intégrer du coup cette notion de pérennité, c'est-à-dire de développement durable, d'impact social. Comment on le fait? C'est vraiment très très simple. Dans un modèle d'affaires, on peut rajouter un personnataire, on peut rajouter un calcul des effets en dehors, c'est-à-dire sur notre écosystème, parce qu'une entreprise, c'est un organisme. Ça a été très très bien théorisé au Québec. La gestion des organisations a été extrêmement bien théorisée. C'est un organisme qui est vivant, qui ne vit pas tout seul, qui n'est pas hors sol. Vous l'avez nommé toutes les trois avant moi, là. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'elle est de plus en plus en impact positif avec son écosystème, soit à l'interne avec ses employés, on l'a beaucoup dit, soit à l'externe. Donc, nous, ça veut dire que dans nos interventions, on va aller regarder, elle veut dire quoi, en fait, cette innovation? Elle a quel sens? Elle a quel sens pour l'organisation au global? Donc, c'est quoi ces objectifs stratégiques de pérennité, d'abord? Mais elle a quel sens aussi à l'interne pour les employés? Elle fait quel sens? Parce qu'il est très difficile d'innover quand on ne sait pas du tout pourquoi on le fait. On peut se dire, ah tiens, c'est marrant, ça paraît évident. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que innover veut dire trouver une nouvelle solution à quelque chose. Nouveau veut dire que ça n'existait pas. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de point de repère. Ça veut dire que le projet qu'on est en train de démarrer, on ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Oui. Mais ça, si on n'a pas un point de mire en tant qu'employé, en tant qu'individu, en se disant « Ok, mais moi, je fais ça pour telle raison on est un peu perdu. » Voilà. Donc, voilà, dans notre intervention, si tu veux, c'est principalement ça qu'on essaie de créer. C'est tout ce sens qui fait qu'après, les individus sont capables, donc sont heureux aussi. Donc, le premier impact positif d'une innovation en entreprise, c'est d'abord de faire que les employés, ils se sentent bien dans cette innovation, que ce ne soit pas un projet qui est pénible, désagréable, pas drôle, etc. C'est souvent le cas. La gestion de changement l'a prouvé, puis c'est pour ça qu'elle existe, cette discipline. Donc, nous, on est finalement un acteur de gestion de changement sous un angle très, très innovation. Et là, une fois que les employés sont heureux, que l'espace est ouvert, là, on intègre les comportements éco-responsables avec le livre de Virginie Francoeur. Tout à fait. Et de Pascal Payet. Donc, ça crée des espaces. On veut être heureux dans nos milieux de travail. On l'a dit tout à l'heure. Combien d'heures de travail dans une vie, qu'on disait? Près de 100 000 heures. 100 000 heures dans une vie. On passe nos journées là. On passe nos journées 5 jours semaine pour la plupart des gens, 7 à 8 heures par jour. Donc, on a envie d'être heureux ultimement. Et je pense qu'on le recherche d'autant plus aujourd'hui, là, de plus en plus, on veut des milieux de travail qui sont stimulants, qui sont en cohérence avec nos valeurs, qui rejoignent nos aspirations profondes aussi. Oui, tout à fait. Puis, il y a ici quand même un grand champ d'opportunités pour les entreprises parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans quand même
beaucoup de milieux de travail, les employés sont des gens qui ont envie, en fait, de pouvoir s'impliquer. Une des grandes questions, c'est « mais moi, je contribue comment ?» Alors évidemment, il y a bien sûr la contribution première qui est de dire je contribue à livrer quelque chose qui fait que l'entreprise elle est pérenne, puis que je suis payée, etc. Mais au-delà de ça, elle se pose toujours la question de savoir mais comment je fais pour qu'on soit plus dans notre monde, plus actuel, puis que je ne suis pas dans une entreprise qui est en train de devenir en fait contradictoire avec son époque. Ça, c'est une dissonance chez les employés qu'on entend beaucoup, nous. On n'en a pas parlé jusque-là. Mais qui fait que ça crée une impulsion à agir. Parce que si un employé constate, et une entreprise aussi, et des gestionnaires, je veux dire, des gestionnaires, je pense que c'est leur premier métier, et on les entend, nous, beaucoup, qui nous disent, mais moi, je ne peux pas avancer avec mes équipes en leur disant qu'on est en train de faire des choses qui vont à l'inverse de l'époque. Donc, il y a une opportunité. Les tensions, les problématiques sont toujours des opportunités. Je sais qu'en ce moment, c'est quelque chose qu'on dit en permanence parce qu'on a un contexte géopolitique qui est quand même pas évident. Très tendu. Ouais, il y a beaucoup de très tendu à valoriser. Mais ça rappelle vraiment cette notion-là. Une contrainte, c'est aussi une opportunité. Oui. J'aime ça de le voir comme ça parce qu'on on se sent souvent coincé par ces contraintes, diminuées en capacité, alors qu'on pourrait décider de juste changer le miroir de côté puis se dire, bon, mais là, non, voyons-le comme une opportunité de changement. C'est très inspirant. Merci, Elsa. Avec plaisir. Donc, il faut aller voir sur Fabrique A pour aller chercher vos services d'accompagnement merveilleux. Regardez comment faire de l'innovation sociale en entreprise, soit externe. On peut travailler avec des collaborateurs, notamment toute l'économie circulaire. On en entend beaucoup parler. Donc, ça peut effectivement être quelque chose à implanter assez rapidement. Mais ça peut être aussi comment est-ce qu'on développe, tu l'as dit tantôt, Anaëlle, les comportements, la mobilité durable de nos employés et tout un tas d'autres innovations. Oui, parce que ça fait partie de l'innovation sociale. Totalement. C'est interconnecté de plein de façons. Merci beaucoup, Elsa Bruyère. Et avant de se quitter, Virginie Francoeur, vous allez avoir un lancement, présence au Salon du Livre de Québec. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu là, pour le livre « Les comportements éco-responsables en milieu de travail ». Oui, donc j'y vais en rafale puisque c'est un livre publié aux presses de l'Université Laval. On sera à Québec. Il y a un lancement à la librairie Le Mot de Temps sur le chemin Sainte-Foy, vendredi 11 avril. Samedi 12 avril, de 15 à 17 heures, nous serons au Salon du Livre. Et ensuite, on revient à Montréal jeudi 17 avril. On va être à la superbe librairie du Square à Outremont sur la rue Bernard. Un 5 à 7 festif. Donc, venez prendre le vin de l'amitié écologique avec nous. Oh, une belle invitation, Virginie. Merci beaucoup. Et comme je le commentais en début d'émission, même moi qui n'a pas un milieu de travail nécessairement à gérer directement, j'ai trouvé cette lecture intéressante, pertinente et j'ai eu de la facilité à le lire, bien que ce soit des concepts et un outil de recherche également. Donc, c'est ça, n'importe qui peut lire ça. S'il y a le moindrement un intérêt pour comprendre comment ça se passe, c'est quoi les freins, les leviers, etc. Effectivement, ce qu'on voulait, c'est vulgariser. Donc, ça c'est semble réussi. Mission accomplie. Mission accomplie, Virginie. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci encore une fois à toutes les trois. Elsa Bruyère, chez... le nom m'échappe évidemment, puisque la Fabrique A. Merci, j'allais dire Fondation A, mais c'était pas du tout ça, la Fabrique A. Je change les noms aujourd'hui. C'est ça ma job. C'est le 1er avril après tout. Pourquoi pas faire des petites blagues? Anaëlle Caplin, qui est au Front commun pour la transition énergétique, et Virginie Francoeur, donc avec le livre « Les comportements éco-responsables en milieu de travail ». Merci à toutes les trois et une excellente journée. Merci Maude. Merci beaucoup.